avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial, puisque c'est un épisode déjà qui est hors série et dans lequel je serai absolument pas tout seul ou juste à deux. Pour la première fois, je vous propose d'avoir un épisode qui s'est enregistré autour d'une table ronde organisée le 15 janvier 2022 à la librairie Le 15 bis à Paris, et où j'étais accompagné de Leslie Lucien, qui est doula et qui a publié un livre à l'écoute de la naissance, Récit d'une doula. Vous entendrez aussi Olivia Toja, qui est beaucoup de choses, et notamment journaliste et l'autrice du livre Je deviens maman. Cette table ronde est animée par Tiffaine, qui fait partie de l'équipe du 15 bis. Elle a été organisée lors d'une journée sur le sujet de la périnatalité dans cette librairie, avec bien sûr le concours de notre éditeur, les éditions First, notre éditeur à tous les trois, que ce soit Leslie, Olivia ou moi. Et donc nous sommes allés échanger sur ce sujet, et ensuite nous avons pu dédicacer nos livres, dont le mien aussi bien sûr, Tu vas être papa, toujours aux éditions First. Je tiens à remercier déjà toutes les personnes présentes. Je tiens à remercier Leslie, je tiens à remercier Olivia pour leurs propos, je tiens à remercier la librairie Le 15 bis pour l'organisation et pour la réception de cet événement. Je tiens à remercier aussi les éditions First pour leurs encouragements, pour leur présence, pour leur soutien, leur accompagnement. Je tiens aussi à remercier Priska du podcast Les Enfants du Bruit de l'Odeur, puisque c'est elle qui m'a prêté l'enregistreur qui a permis cet enregistrement. Je tiens à vous préciser aussi, avant de démarrer l'écoute, que cet enregistrement a été fait dans un endroit qui n'est pas prévu pour. Voilà, donc il y a quelques bruits parasites que j'ai pas pu retirer. En tout cas, je voulais pas retirer le propos qui était associé. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Déjà, je voulais vous remercier d'être là tous les trois pour cet après-midi de la petite enfance, des jeunes familles, où donc on va parler de ce voyage qui est la naissance, la maternité et la paternité. Donc vous publiez tous les trois des livres aux éditions First. Est-ce que je vais vous laisser commencer par vous présenter chacun votre tour ? Donc moi je suis Leslie Lucien, je suis doula à Paris et j'exerce ce métier depuis 5 ans maintenant. Et donc je suis l'autrice du livre À l'écoute de la naissance, Récit d'une doula. Et je suis ravie d'être là, de partager ce moment avec vous pour vous parler de l'accompagnement. C'est à moi donc. Olivia. Alors Olivia Toja, je suis l'auteur. Moi j'ai du mal avec autrice de Je deviens maman. Auteureux. Voilà, auteureux. Auteureux. J'ai écrit pas mal de livres sur la maternité et des sujets dits féminins, sur l'épanouissement personnel féminin. Donc voilà, Je deviens maman en fait est une refonte totale du Maman débutante qui est sorti il y a une vingtaine d'années, ce qui m'a donné l'occasion de me replonger dans le sujet et de voir toute l'évolution qu'il y avait eu autour de ce sujet de la maternité. Merci. Et moi je m'appelle Cédric Rostin, je suis podcasteur, thérapeute, auteur maintenant dis donc, et surtout je suis papa, une petite fille de 3 ans et demi qu'on instruit en famille à la maison avec ma compagne, et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Un beau programme. Alors, Leslie, tu es doula. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots pour commencer ce qu'est une doula ? Oui, on se disait tout à l'heure en off un peu que quand on dit doula, c'est moins facile que quand on dit je suis vétérinaire à expliquer. Les gens ne connaissent pas encore trop ce métier. Donc le métier de doula, c'est un métier d'accompagnement. Nous, on accompagne les familles, les femmes, les hommes dans leur cheminement de parents. C'est un accompagnement qui est complémentaire du suivi médical de la grossesse, du désir d'enfant, et donc qui se passe vraiment dans l'émotion, dans un temps de cocon au sein des familles, où on va vraiment cheminer ensemble pour accompagner les familles. Très bien. Eh bien, parfait. Donc, on va commencer notre discussion ensemble. Alors, on va aborder plusieurs thèmes, du coup, autour de la maternité. Et je voulais qu'on commence par parler de ce grand 8 émotionnel, tout ce qui se passe pendant la grossesse, autour des émotions. Olivia, toi, c'est ce que tu appelles le cocktail d'émotions. Est-ce que le bébé, comment il ressent, lui, toutes ces émotions, est-ce qu'il les ressent et comment il les ressent, justement, pendant la grossesse ?
Alors, on n'a pas vraiment de preuves Voilà, du fait que qu'est-ce le que t'en bébé penses? ressent l'émotion. Mais on sait qu'il il perçoit quand même des choses de l'état de sa mère, de son état d'esprit, de son état de stress, par des messages physiologiques. Donc on peut dire oui, en effet, que les apprentissages commencent dès la vie in utero par justement l'apprentissage des différents états qu'il ressent, même si on ne peut pas parler d'émotion à proprement parler. Il ressent quand même des choses. Mais en tout cas, il est certain qu'il est prouvé qu'il éprouve, par son activité cardiaque, par son activité, ses mouvements, etc. On voit qu'il ressent un état de stress, par exemple, forcément a une influence sur lui, et un état de bien-être de la mère a aussi une influence sur lui. Donc c'est certain que la grossesse, c'est un cocktail d'émotions, parce que c'est un tel enjeu, c'est une telle période de transition dans la vie d'une femme, que forcément énormément de choses se passent dans sa tête et dans les émotions qu'elle éprouve. D'abord de la joie immense du jour où elle découvre qu'elle est enceinte, si la grossesse est désirée, si les choses se passent bien, etc. Mais en général, c'est quand même plutôt une belle nouvelle, mais c'est aussi une rafale de questions, une rafale d'angoisse qui peuvent arriver au même moment. Donc c'est un vrai cocktail avec des hauts et des bas. Et beaucoup aussi de moments qui ne sont pas faciles, parce que ce n'est pas toujours un moment merveilleux. Il y a aussi donc une grosse part d'émotions qui sont parfois difficiles à gérer. Ouais, c'est ce que... Donc c'est un vrai chamboulement hormonal et émotionnel. Exactement. Une vraie transition et un vrai événement. C'est ce que t'explique Leslie dans ton livre aussi, que parfois la mère peut se sentir seule à ce moment-là. Toi, avec ton métier de doula, comment tu peux les accompagner, justement, ces mamans qui se sentent seules? Oui, tu parles des mamans, on parlera aussi des papas et bien sûr des partenaires. Les familles sont vraiment multiples et toutes très différentes. L'idée, c'est que vraiment cette notion de cocktail émotionnel dont a parlé Olivia, c'est vraiment quelque chose que ressentent toutes les femmes, tous les hommes. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace pour nommer les choses. Dans le temps, avec notre doula, on va avoir ces moments qui sont des moments assez longs, puisque nous, on prend des temps d'échange qui vont être 1h30, parfois 2h au domicile de la famille. Et dans ce temps-là, on a vraiment un moment pour déposer ce qui se passe. Je vais pouvoir raconter en tant que jeune maman, jeune papa, je vais pouvoir raconter ce que je vis. On ne va pas faire les choses hyper vite, hyper rapidement, de manière speed, en disant il faut faire comme ça. Moi, mon rôle, c'est pas de dire aux familles comment faire pour que ça aille bien, pour que ça se passe bien. C'est plus de les entendre faire ce chemin et nommer ce qui se passe pour elles. Et à ce moment-là, le fait de déposer, elles vont se dire ah mais c'est vrai, en fait j'ai dit ça. Peut-être que je pourrais mettre ça en place. C'est elles-mêmes, elles vont trouver les solutions finalement. Après, bien sûr, on a des outils qu'on va pouvoir mettre en place, on en parlera, mais voilà, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait vraiment cette notion de confiance et d'autonomie pour les familles. Et alors, Cédric Cédric, le point de vue du papa, du coup. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller au père face à tout ce qui se passe comment tu dis qu'ils peuvent se poser et se demander ce qu'ils ressentent. Est-ce que tu peux nous développer ça? Déjà, je citais Hermione Granger quand elle parle d'Aaron Weasley, quand elle lui dit qu'il a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Voilà. Malheureusement, c'est un petit peu le cas de tous les mecs qui ont grandi dans le carcan classique, on va dire, de l'éducation dite masculine. Et c'est vrai que c'est un gros sujet parce que, déjà, il y a une distance qui est physique. Par rapport à la grossesse, puisqu'on n'a pas le bébé dans le ventre. C'est exactement ça la différence. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a aussi une distance qui est imposée par la société. Parce que comme j'explique dans le livre, on a droit par exemple à 3 rendez-vous, à 3 consultations prénatales. Mais bon, moi-même, je n'étais pas au courant que c'était pris en charge, qu'on pouvait s'absenter, que c'était rémunéré. Et surtout, on est des grands absents de la préparation à l'accouchement, qui est parfois appelée préparation à la parentalité aussi, alors que celles et ceux qui nous écoutent, peut-être que vous le savez aussi, la préparation à la parentalité, dans cette préparation-là, en tout cas nous on n'y a pas eu droit. Ouais. Mis à part les soins, bien sûr, mis à part les soins physiques, on n'a pas eu droit à ce que c'était d'être parent. Et donc le père peut prendre une part active là-dedans, déjà en se rendant disponible, en s'impliquant sur le sujet, en prenant le temps, qui de toute façon il devra prendre après pour prendre sa part dans le foyer auprès de l'enfant.
Et dans le livre, c'est vrai que j'explique un truc, c'est que il y a des choses qu'on ne fait pas avant que l'enfant arrive, souvent des sujets dont on est très loin, et c'est aussi ce qui fait que les mères portent à bout de bras tous ces sujets parentaux, c'est qu'on ne fait pas ce que j'appelle le projet parental. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'allaitement, on ne parle pas de cododo, on ne parle pas de motricité, c'est un petit peu... voilà, on ne se projette pas sur ces sujets-là, et je pense que ça, c'est un vrai rôle qu'on peut avoir, nous les hommes, nous les pères, justement de se dire, ok, attends, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se on va en passer, parler. et puis l'allaitement, et parler de ses craintes aussi, justement. Une doula, une sage-femme, en plus, c'est génial pour ça. Je veux dire, moi demain, Leslie, elle nous suit. Si c'était mon premier enfant, je lui dis, mais attends, moi l'allaitement, je fais quoi? Je me retrouve tout seul, je suis comme un con, je sers à rien. Elle va pouvoir assurer tout ça. Et il faut oser. Et pour oser parler de ça, il faut être un petit peu OK avec ses émotions, il faut un petit peu se dire, voilà, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de dire que j'ai peur, j'ai le droit d'être autre chose qu'en colère ou joyeux, quoi. Parce que c'est les émotions qu'on reconnaît chez les mecs. Ouais. Donc du coup, tu parles de projet parental. Ouais. Alors moi, j'avais des questions du côté de ce qu'on appelle le projet de naissance. Olivia, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment on peut bien préparer son projet de naissance, donc trouver l'accouchement qui nous convient, voilà. Et aussi, si tu peux se préparer à ce que peut-être ça ne se passe pas comme prévu, ce projet de naissance. Alors, ce que je voulais d'abord dire, c'est que, justement, moi, j'expliquais que j'ai écrit 2 livres à 20 ans d'écart, Ouais. et que le projet de naissance, c'est quelque chose d'assez... je découvre ça, en Récent. fait. J'ai découvert ça en me replongeant dans l'univers de la maternité. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'existait pas, dont on ne parlait pas. On était suivis pour sa grossesse, mais on faisait un petit peu ce qu'on nous disait de faire. Aujourd'hui, il y a une vraie, et c'est pour moi finalement une vraie découverte, quand je me suis replongée dans ce sujet, le fait qu'on prend les choses en main et qu'on peut essayer de dessiner la grossesse et l'accouchement que l'on rêverait d'avoir, tout en sachant que c'est pas parce qu'on souhaite certaines choses qu'elles vont forcément arriver. Le projet de naissance, c'est le fait d'exprimer des envies par rapport à cet accouchement que l'on aimerait avoir, selon certains critères, d'accepter ou de refuser certaines choses, de choisir certaines méthodes, etc. Donc on peut les exprimer, ce qui est quelque chose qui vraiment est assez récent et nouveau, qui n'est pas toujours très bien accepté dans le corps médical. C'est un petit peu... dans certaines maternités, enfin ils n'ont pas encore l'habitude. Voilà, enfin si, mais disons que c'est pas toujours bienvenu, parce que il faut vraiment trouver une entente avec l'équipe médicale, il faut trouver les bons mots, et souvent, c'est pas encore totalement rentré dans les mœurs non plus. Et puis donc on peut exprimer certains désirs. Il faut reconnaître et accepter que les choses effectivement ne se passent pas toujours comme on souhaiterait qu'elles se passent. Il peut y avoir des contraintes médicales, des choses qui arrivent et qui font que on n'a pas l'accouchement dont on avait rêvé. Une césarienne qui doit être être pratiquée en urgence ou des choses comme ça, et qui peuvent être vécu encore plus difficilement, parce qu'on avait peut-être aussi un peu trop idéalisé cet accouchement, parce qu'on l'avait écrit, parce qu'on avait écrit noir sur blanc ses désirs. Alors voilà, c'est un nouvel outil dans le fait de vivre sa grossesse de façon épanouie et d'en être actrice. Mais c'est pas non plus, pour moi, forcément quelque chose d'idéal. Il faut être raisonnable et modéré. On peut prévoir dans le projet de naissance, du coup, on peut faire une partie en disant et si ça va pas, j'aimerais par exemple. Oui, voilà. Alors après, c'est totalement personnel. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas du tout de modèle préconçu, voilà. Mais oui, en effet, il faut être conscient que c'est pas parce qu'on souhaite que les choses se passent d'une façon ou d'une autre. Il y a un moment où l'urgence, ou il faut le dire, voilà, ça peut prendre le pas sur tous les désirs que l'on avait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait et qui n'existait pas du tout il y a quelques années. Et tu parlais, c'était intéressant, je rebondis sur ce que tu disais, Olivia. Tu parlais d'être acteur, actrice de cette naissance, et pour moi, en tout cas dans mes partages avec les familles que j'accompagne, c'est vraiment important de nommer pour eux le fait que, plus qu'un simple papier qu'ils vont remettre à la maternité en disant « je m'en remets à vous pour me faire vivre cet accouchement parfait que je souhaiterais, cette parentalité », tu parlais de projet de parentalité aussi, Cédric,
c'est vraiment l'idée d'incarner leur désir, en fait. À partir du moment où je vais cheminer dans ma grossesse et me dire j'ai choisi un lieu de naissance en étant informée, en me disant je vais plutôt choisir cette maternité plutôt que celle-là parce que l'accompagnement me convient mieux. Je vais pouvoir partager avec mon partenaire et lui dire tu sais, j'aimerais bien pendant la naissance que tu sois mon soutien, que tu sois mon gardien et que tu puisses peut-être faire ça, avoir telle action ou tel savoir-être autour de moi. Là, le papa, le partenaire va pouvoir dire « Ah, c'est ça en fait dont tu as besoin » parce que parfois il n'avait pas vraiment cette notion-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche quand je suis avec les pères et avec les mères. C'est vraiment cette idée qu'il y a certaines choses qui ne s'étaient pas dites parce qu'en fait, il n'y avait pas eu l'occasion finalement de nommer ça, de nommer leurs besoins à chacun. Et là, voilà, chacun peut prendre sa place en ayant conscience, comme tu le nommais, que ce projet de naissance... peut-être que la vie amènera autre chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont projeté des choses, ils se sont engagés. Il y a vraiment cette notion de je suis acteur, je suis actrice, et ça, c'est assez beau de le voir. Oui. Une réflexion à deux, vraiment. Et du coup, aussi, pour préparer la naissance, il y a des activités qu'on peut faire. Leslie, t'en listes plusieurs dans ton livre. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et nous expliquer Ouais, j'aime bien parler de l'accompagnement à la naissance avec les différentes choses qu'on va pouvoir faire pendant la naissance. Mais parfois, ça se transforme un petit peu en liste des courses. Et c'est ça qui me gêne. Ah. Donc, je mets ça avec un petit bémol. En fait, je trouve intéressant que les familles, elles ont envie souvent de lire, de se documenter quand elles sont engagées dans le temps de la naissance. Mais parfois, ça devient un peu... Alors, peut-être, je vais faire du yoga, et puis je devrais faire du chant prénatal, et puis je vais aussi faire de l'autonomie. Voilà, je les invite toujours à avoir l'information, à voir ce qui existe. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai eu envie aussi de lister ce qui pouvait exister en termes d'outils et d'accompagnement. Mais ensuite, d'en essayer et de se dire « ça me parle vraiment ». Ça, l'hypnose, ça me parle. J'avais déjà pratiqué l'hypnose avec un thérapeute et je sais que je suis réceptive, mon partenaire aussi. Donc voilà, on va pouvoir tester cette technique. Après, voilà, il y a des accompagnements aquatiques dans l'eau, il y a des familles qui vont se préparer dans l'eau, d'autres qui vont faire de l'autonomie, cet accompagnement autour du toucher, autour du lien avec le bébé, lien affectif avec le bébé. Il y a tellement de choses à vivre, à faire. Je ne sais pas si je peux tout lister maintenant, mais voilà. En tout cas, je leur propose toujours de s'écouter aussi. Ma cousine, elle avait fait du chant prénatal, elle m'a dit que c'était génial. Je lui dis, mais toi, tu sens quoi en fait ? Franchement, j'aime pas quoi. C'était horrible. Les femmes, elles faisaient des sons bizarres, j'aimais pas. Donc voilà, souvent je leur dis, mais donc ça te fait quoi d'avoir vécu ça ? En fait, franchement, c'était horrible, quoi. J'étais pas du tout alignée avec ça. Bon, t'as envie d'y retourner ? Non. Bon, voilà. Pour moi, ça c'est important. C'est aussi, dans le chemin de devenir parent, c'est aussi ça, réussir à écouter quelle est mon identité à moi de parent. Et ça se dessine aussi dès la grossesse, dès le désir d'enfant même. Oui, très bien. Alors, Cédric, on va te faire parler du rôle du père aujourd'hui. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ton livre, c'est la partie historique. Souvent, tu reprends un peu le rôle dans la famille, l'histoire de la famille, en fait. Et tu t'expliques notamment l'évolution du rôle du père dans l'histoire jusqu'à ce que tu appelles les nouveaux pères d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous retracer ça rapidement ? Bon, alors... Alors, vaste sujet. Déjà, comme je te disais un peu avant off, déjà que j'ai dû pas mal couper pour le livre. On va essayer de réduire encore plus. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on regarde un peu les structures de société qu'on a eues, donc dans le livre, on démarre au néolithique. Donc déjà, on dépoussière un peu le fait que on n'est pas sur le modèle patriarcal tel qu'il a été dépeint par les anthropologues du XVIIIe, c'est-à-dire l'homme qui part chasser, qui est fort, qui est courageux, qui part chasser pour amener la viande parce que sinon on peut pas manger. C'est de la grosse connerie. Voilà, ça, aujourd'hui, on le sait, on peut le dire. Et puis après le néolithique, donc, il y a cette fameuse révolution qui est arrivée du néolithique où on s'est sédentarisé, on a créé l'agriculture, et surtout la société s'est hiérarchisée. Et là, et bien sûr, les hommes ont pris la possession des propriétés, de la production, et donc c'est hiérarchisé avec les hommes à leur tête, bien évidemment. Et donc fatalement se crée un gros problème, c'est qu'on a d'un côté les femmes qui sont sûres à 100% que l'enfant est d'elles, et de l'autre côté les hommes qui, à l'époque en tout cas, on n'est pas sûr à 100%, quoi, du moins.
Et donc ça, c'est ce qui a créé, d'ailleurs, certains disent que c'est l'apparition de la société de la domination patriarcale par la possession et le contrôle du corps de la femme. Et pour le coup, le père va devenir celui qui ordonne, celui qui décide. Et dès l'Antiquité, il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Et même la façon dont il est nommé en latin, en grec, indique que c'est l'exaltation de l'homme dans la paternité. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est presque quasi divin, quoi. En plus, à ça ensuite va se mêler le christianisme, tu vois. Donc le christianisme, c'est, allez, on dégage toutes les déesses là, parce que bon, elles font un peu chier à nous dire que les femmes ont du pouvoir, et on va dire qu'il y a un bonhomme, c'est forcément un mec, qui décide de tout ce qui se passe. Puis il a tout fait en plus tout seul, tu vois. C'est vraiment, waouh, le gars, il est super fort. Et ensuite, ça va continuer d'évoluer. Alors la période ensuite du Moyen-Âge est très intéressante parce que on va avoir vraiment différents rôles paternels par rapport aux classes sociales. On va avoir les riches, les très riches, les seigneurs, qui vont même bien souvent faire grandir leurs enfants loin d'eux jusqu'à leurs 13-14 ans, parce qu'il ne faut pas, dans leur mode de fonctionnement de la haute société, il ne faut pas de lien d'attachement. Le lien d'attachement est vraiment le pire truc qui puisse arriver, puisque si on commence à s'attacher à la mère, on va commencer par écouter la mère. Donc ça, c'est un problème quand on est un seigneur. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se passent, donc généralement ils vont le récupérer après. Et ensuite on va voir, je vais les mettre dans le même lot, on va voir les paysans et ceux de la ville, c'est-à-dire ceux qui ont des commerces, des professions libérales, qui vont être mine de rien proches de leurs enfants, les pères, parce que ils vont transmettre par le savoir, par l'exemple. Alors bien sûr qu'il y a, on n'est pas dans l'éducation bienveillante telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais en tout cas il y a une proximité qui est là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lien qui se fait. On va passer quelques années, heureusement la Révolution va dépoussiérer tout ça, on va donner des droits aux femmes, on va donner des droits aux enfants, et puis, donc là en 1789, lui donne cher Napoléon va arriver et va tout remettre comme c'était, en se basant sur le droit romain, et en rappelant bien que la femme par rapport à l'homme, c'est comme un jardinier, c'est pas plus qu'un arbre par rapport à un jardinier, et qu'il est juste là pour fournir des fruits à l'homme, voilà, donc on est... À niveau féministe, on est bien. Et ensuite, après ça, va arriver, il va se passer la révolution industrielle qui va faire que les hommes, ça y est, on peut se déplacer, on va commencer à travailler hors du domicile. Et bien sûr, ça va être l'affaire des hommes, qui vont prendre donc les sujets de société, les sujets professionnels. On va déterminer que le travail ne se fait qu'à l'extérieur du domicile, puisque c'est le travail rémunéré. Donc le travail des femmes, il devient juste pas inutile à la société, mais en tout cas pas reconnu. Donc on commence à parler donc, de travail qui est non rémunéré, non reconnu socialement. Sauf que, encore plus loin dans le temps, va arriver une grande dépression en Europe, et les femmes vont et s'occuper des enfants, et travailler, et on va s'apercevoir qu'en fait, elles le font très bien toutes seules des fois. Et que les mecs qui sont morts à la guerre, et que les mecs qui sont... ou les mecs qui... Parfois les deux parents sont prêts à travailler, on s'aperçoit que les parents, les papas en tout cas, dans le rôle de père, ils sont pas si importants que ça. Et en même temps, les femmes vont gagner des droits. Et en même temps, arrive là le XXe siècle et on va avoir une grande avancée des droits des femmes, d'accord, depuis fin 19e et pendant tout le XXe siècle. J'insiste bien sur le fait qu'on a des avancées de droits, pas forcément des avancées de faits dans la rue. Je précise quand même. Et même dans les entreprises, on remarque, mais c'est un autre sujet. Et pour le coup, on a des darons qui savent plus trop quoi faire, parce qu'ils sont là, attends, mais ma femme maintenant, avant j'étais le seul à ramener du pognon, elle avait besoin de moi pour manger, boire, dormir, et puis tout à coup, elle peut tout faire toute seule, et puis moi je sers à quoi? Et puis on me dit que je suis là pour frapper le gosse, que je suis là pour l'apprendre à être un vrai bonhomme, et puis à ma fille, il faut que je la protège, parce que toute seule, elle peut pas, c'est une pauvre chose fragile, et puis tout à coup on me dit qu'en fait c'est plus ça, et puis on a des pères qui sont perdus, quoi. On a des pères qui sont perdus, et donc on va arriver fin du XXe siècle, ce qu'on a appelé les nouveaux pères ou les papapoules. Mais les nouveaux pères, ça date, il y a plus de 40 ans déjà qu'on entend ce truc. En fait, les nouveaux pères, c'est juste des pères qui se disent « Oh, avant c'était pas génial, c'est ce qu'on fait. Avant c'était pas génial, on va le faire. » Mais c'est là où il va falloir se remettre en question encore plus en profondeur, les gars qui écoutent, c'est que, et je conseille d'ailleurs l'épisode des couilles sur la table, les nouveaux pères sur le sujet, c'est que y a quand même des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire que le nouveau père, c'est bien d'être papa, de s'occuper de son gamin. Ok, mais pendant ce temps, qui fait le sac quand le gamin va au parc? D'accord? Qui se fait applaudir quand il porte son enfant, alors que la mère, on lui dit mais putain, lâche-le, c'est bon, tu le couvres trop, alors que le père, on l'applaudit des deux mains. Ça s'appelle le dad blessing, pour le coup. C'est la sacralisation des pères. Et comme le dit très justement Claire Tran, qui est une militante chez Parents et Féministes, il n'y a que les papas qui participent au JO de la parentalité, en fait. Les mères, elles le font depuis longtemps et on leur a jamais rien donné.
Donc voilà, donc l'idée c'est de changer tout ça, et j'ai fait l'histoire de la paternité en quelques minutes. Eh ben, merci. C'était très bien, parfait. Olivia, toi tu dis que la société, elle ne voit pas la maternité et la paternité de la même manière. Et J'ai dit ça. Ouais. Alors, alors, non, parce que la société. Alors, voilà, que pour la femme, c'est un moyen de montrer sa féminité, alors que l'homme, il n'a pas besoin forcément de prouver sa virilité par ce biais. Que c'est plus ses relations sociales. Ou amoureuses. Oui, bah voilà, ça c'est les vieux, Voilà, c'est exactement ça, voilà, c'est ces vieux exactement schémas-là. voilà. Mais aujourd'hui, quand même, il y a certains hommes qui ressentent aussi l'horloge biologique. Oui, même. mais parce que j'aime bien quand tu dis les nouveaux pères, ça date d'il y a 40 ans, mais oui. complètement. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux. Alors parce que c'est vraiment encore une évolution. Donc oui, en effet, on voit bien aujourd'hui les pères, certains ont vraiment une vraie implication, voilà, donc c'est récent et c'est à encourager très fortement, évidemment. Je me permettrais juste de dire un truc, tu vois, c'est que les nouveaux pères, encore une fois, c'est intéressant de voir que les pères veulent passer plus de temps avec leurs enfants, les femmes travaillent aussi, voilà, tout ça, donc la société évolue, mais les femmes restent toujours en charge de 72% de la charge domestique et familiale dans le foyer. Donc, encore une fois, tu vois, c'est toujours pareil, tu vas amener ton enfant au parc, qui fait le sac, tu veux l'inscrire à la crèche, qui s'occupe de l'inscription, voilà. Oui, qui est préoccupé par toutes ces questions, qui anticipe les problèmes. Parce qu'être là que pour les bons moments, c'est facile. Voilà. Donc c'est sûrement sur ces sujets-là qu'il y a une évolution à attendre. C'est le but du livre. Ben voilà. Et Leslie, toi, tu reçois aussi les conjoints pendant tes séances. C'est parce que c'est vrai que pour le coup, souvent, on se focalise quand même au moment de la maternité, sur la femme enceinte. Toi, tu reçois aussi les conjoints. Et du coup, voilà. Quel est ton sentiment du coup? Comment ils se sentent Oui, qu'est-ce que tu entends? Je pense que c'est important que chacun prenne cette place, justement, sans que ça se transforme en je prends la couverture à moi, dont tu parlais, dont Cédric parlait, le dad blessing, parce que ça chamboule, bien sûr, les femmes aussi, de trouver que chacun trouve cette place, l'homme trouve sa place, mais il y a une chose que les pères me partagent souvent dans les échanges qu'on peut avoir de doula à parents, c'est que je vais vraiment les regarder. Et quand j'écoute une femme me dire comment s'est passé, je ne sais pas, sa deuxième échographie, qu'est-ce qui s'est passé, le fait de toujours dire et toi, en parlant au partenaire, comment ça se passe pour toi, de lui donner ce moment de parole, tout à coup, ça va un peu l'inviter à dire « Ah, moi aussi, il faut que je dise quelque chose. Ah, tiens, moi aussi, j'ai une place à cet endroit et je dois sentir quelque chose, je dois ressentir quelque chose. » Donc, voilà, le fait de donner ces places, en tout cas d'offrir cet espace, encore une fois, c'est important. J'écoutais, là, c'était amusant, amusant. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. L'épisode de cette semaine, elle disait une sage-femme parlait avec la famille et au moment où elle dit « Ah oui, la petite chaussette est tombée, vous savez, il existe des petites chaussettes avec des petits élastiques un petit peu plus serrés, etc. » Elle regardait que la mère pour dire ça. Parce que c'est la mère qui achète les chaussettes, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment, on est encore quand même dans ce système-là. Donc c'est vrai que c'était intéressant de réécouter ça. Je me disais, il y a vraiment... Voilà, il y a une place à donner à chacun, mais cette place, il faut la prendre, quoi. C'est pas juste, pas juste on accueille les hommes, les femmes dans ce temps de la grossesse. Il faut que chacun ait envie de la prendre aussi et de la transformer. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bien. Sur le rôle du père et de la mère? Non, mais non, mais là. On sent qu'il y a là, t'en as pour un moment, quand même. Voilà. Non, mais voilà. Alors du coup, là, le rôle du père et de la mère, mais si on revient maintenant au couple, parce que voilà, là aussi, on passe d'un duo amoureux à un trio ou plus parental. Du coup, donc Leslie, tu accompagnes les mamans, les papas, mais tu accompagnes aussi les couples et face à leurs difficultés. Alors, comment tu les accompagnes justement? Quels sont un peu les outils qu'on peut mettre en place quand on est un couple comme ça face à tout ce qui se passe là, tout ce bouleversement? Mais c'est vrai qu'on a encore tendance aujourd'hui à beaucoup accompagner l'accouchement finalement, ce moment
ce moment un peu qui vient comme un climax dans l'attente du bébé. Et on oublie parfois ces moments de l'avant ou de l'après où le couple est en transformation. On parlait d'émotions, de cocktail hormonal, de tsunami émotionnel. Donc c'est vrai que dans ce temps-là, on a besoin encore une fois d'avoir un endroit pour mettre des mots sur ce qui se passe. Et puis au-delà des mots, parfois des outils. En tant que thérapeute, je pense, Cédric, tu pourras nous parler des outils aussi du couple. Moi, c'est vrai que dans le livre, j'ai eu envie de le partager. Il y a un outil de la parole que j'utilise beaucoup et que je propose souvent aux familles, qui est le partage en écho, où chacun va pouvoir avoir un moment donné, quelques minutes, pour dire voilà comment je me sens à son partenaire. Donc je les invite souvent à vivre ça régulièrement, une fois par semaine, à se dire le dimanche soir, on prend 5 minutes chacun pour dire voilà, moi cette semaine, il s'est passé ça et je me suis sentie vraiment comme ça dans mes émotions, j'ai été triste, j'ai été peinée, voilà, je nomme vraiment ce qui s'est passé pour moi, et l'autre va faire la même chose aussi de son côté ensuite. Donc il y a tout un rituel à suivre que je ne vais pas détailler là complètement, mais c'est un outil que les familles aiment s'approprier. Et ça me fait plaisir de voir que pour eux, qu'ils puissent vraiment prendre ce temps, c'est vraiment important. Parce que sinon, on peut avoir tendance à prendre un peu des chemins différents. Soit tu es avec le bébé, moi aussi j'ai mes moments avec le bébé, mais à quel moment on a vraiment des moments ensemble de couple. Nous, on a parlé souvent des journées sans enfants avec mon compagnon. On en avait besoin, en fait. C'était à ces moments de temps où on était juste tous les deux. Se retrouver. Se retrouver, partager. Bon, souvent, on parle de nos enfants, hein, mais voilà, ça peut être aussi une chose que je propose aux familles. C'est bien. Alors, Olivia, toi, tu parles carrément d'équipe. J'aime bien ce côté, voilà, là ça va être du sport. Donc, oui, parce qu'il faut le reconnaître, les choses sont vraiment pas faciles. C'est de nouvelles tâches qui arrivent, de nouvelles responsabilités, la vie entière qui change. Donc, il vaut mieux être soudé, il vaut mieux se parler. Alors, évidemment, l'importance de la communication est totalement essentielle. Oui, une équipe parce que il faut vraiment s'entraider, se soutenir, s'encourager mutuellement. Donc voilà, si on est chacun de son côté, avec ses problèmes, avec ses émotions, avec ses difficultés, on va plutôt droit dans le mur. Donc voilà, j'aime bien l'idée de la team parentale. Ouais, c'est super. Parce que voilà, il faut aussi, comme une équipe de foot célèbre les bons moments, c'est aussi le fait de partager ensemble des joies, etc. C'est pas que pour les mauvais moments où on a besoin du soutien l'un de l'autre. C'est tout, dans tous les sens du terme. Il faut prévoir ensemble. Cédric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose non, sur le couple ? Je suis totalement d'accord avec ce que dit Olivia. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre livre, ça a été brillamment illustré par Blachette, parce qu'il y a des petites teams en fait. C'est exactement ça. De handball, de All Blacks, voilà, avec des maillots de sport on voit les parents qui se checkent et qui avancent ensemble. Et je pense que c'est important parce qu'on parle souvent de village, mais le premier village déjà c'est avec son conjoint ou sa conjointe, quoi. Très bien. Alors si maintenant on aborde la naissance pure, alors comme on disait tout à l'heure, donc souvent on entend parler donc, au niveau de l'accouchement, vraiment l'accouchement pour les mères. Et là du coup, si on va du côté du père, Cédric, toi, quelle place vraiment d'un point de vue pratique pour le père le jour de l'accouchement ? Qu'est-ce qu'il peut faire aussi quand le bébé est là ? Comment se positionner ? Des fois, peut-être que le père peut se sentir un peu, il ne sait pas quoi faire, où aller. Quel conseil tu peux leur donner ? Alors ça a été une grande question, tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement de façons d'accouchement que moi, je ne sais pas y répondre en tout cas. Notamment déjà, ne serait-ce qu'un accouchement médicalisé, on va dire entre guillemets classique, en tout cas culturellement commun à l'hôpital, c'est pas du tout la même chose qu'un accouchement à domicile où le père est extrêmement partie prenante sur tout ce qui se passe. Donc ce qui est important, je pense, c'est de prendre sa place, de se dire que peu importe le sujet, j'ai une place à prendre. Moi, ce que je peux dire, en tout cas de mon expérience personnelle, et c'est en effet ce que je dis un petit peu dans le livre, c'est que moi, à la maternité, on s'adressait qu'à ma femme. Voilà. On s'adressait qu'à la mère. Et à un moment, j'ai dit non, mais en fait, c'est moi là. Puis en plus, moi, c'était une césarienne, elle ne pouvait pas se lever du lit. Non, mais le bain, c'est moi, les promenades nocturnes, c'est moi. Donc non, vous me dites.
Vous me dites, elle est là, elle va entendre, vous inquiétez pas. Et je pense que ça, c'est important. Et après, il y a aussi le temps qu'on peut passer après. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, pour le coup, qu'elle fasse une césarienne et qu'elle soit KO technique après pendant plusieurs heures. C'est que moi, j'ai vraiment passé du temps en peau à peau avec ma fille. Enfin, j'ai passé 3 heures d'affilée en peau à peau avec ma fille, seule dans la chambre avec elle. On a vraiment eu le temps de se rencontrer. Ça, c'est clairement une vraie chance. Mais dans tous les cas, après, il faut prendre sa place. Et prendre sa place, ça passe déjà par prendre son congé paternité. On en revient toujours. C'est un sujet important. Pour être présent. Contrairement à ce que nous dit la société. Non mais va loin, c'est pas ta place. Si, c'est notre place, il faut la prendre. Donc quel que soit l'accouchement qu'on va faire, ce qu'il faut c'est, franchement, on voit de la place, on la prend. On ne tourne pas les yeux, on ne dit pas j'ai pas envie, on y va quoi. Très bien. Leslie, est-ce que toi tu donnes des conseils aussi pour les pères le jour de l'accouchement? Alors moi je donne pas beaucoup de conseils, c'est pas trop un truc de doula de donner des conseils, mais plutôt je rejoins complètement ce que disait Cédric, cette notion de dire prenez cette place, prenez cet espace, osez dire là j'ai envie d'être en lien avec mon bébé, de soutenir ma partenaire. Plus que faire le rôle du partenaire dans le moment de la naissance, c'est un savoir-être, c'est être autour de celle qu'il ou elle aime, accompagner, soutenir, entourer, protéger. Ça, c'est vraiment le rôle du partenaire dans le temps de l'accouchement et de la naissance. Donc oui, allez-y, quoi, foncez, on a besoin de vous, quoi. Très bien. Et du coup, ce soutien, il va être aussi très important après dans ce qu'on appelle le postpartum. Olivia, toi, tu cites, enfin, je vais te citer parce que tu avais fait une... J'adore. Voilà, non, mais tu as une très jolie phrase que j'ai notée mot pour mot, où tu dis c'est maintenant que vous devez vous regarder avec amour, en parlant aux mères, comme vous regardez votre enfant avec amour. Parce que c'est pas un moment facile parfois. Est-ce que aussi toi tu pourrais nous donner des conseils pour préparer au mieux son postpartum du coup? Oui, juste pour revenir sur cette phrase-là, c'est parce qu'il y a vraiment un basculement. La femme enceinte est le centre de toutes les attentions pendant 9 mois, et puis du jour au lendemain. L'enfant est arrivé et bien la jeune accouchée, la jeune maman, ça y est, il faut qu'elle soit opérationnelle, il faut que elle passe la main. La vedette, c'est l'enfant. Donc il faut, quand on parle du soutien dont elle a besoin pour le postpartum, mais c'est une réalité. Elle est jetée dans le grand bain, très souvent très isolée. Avant, on était beaucoup plus entourés, les mères, les grands-mères, enfin, la famille était beaucoup plus resserrée. Aujourd'hui, de très nombreux couples se retrouvent totalement seuls et ne sachant que faire avec l'enfant. Donc oui, cette transition, le bébé est là, mais la mère est devenue une mère, la femme est devenue une mère, donc c'est une vraie étape dans sa vie, et comme toutes les étapes de la vie, comme l'adolescence, qui est un passage très difficile, il y a des transitions, des moments où on a vraiment besoin d'une attention particulière. Alors le postpartum, c'est évidemment une période d'immense chamboulement, où tout doit se mettre en place. D'abord physiquement, il y a une vraie... convalescence, vraiment, bon, c'est pas le bon mot, mais il exprime bien quand même les choses. Il faut se remettre parce que c'est un vrai marathon qu'on vient de vivre. Voilà, donc le fait de préparer le postpartum, c'est aussi, d'abord savoir que ça ne sera pas forcément une période facile. Il faut être préparé à ça et il faut oser le dire. Il faut oser avouer qu'on a des moments où c'est vraiment pas facile, quand on manque de sommeil, quand on est épuisé, quand toutes les tâches sont multipliées, et puis c'est pas forcément des tâches marrantes, les lessives, tous ces trucs-là qui sont pas très drôles, quoi. Donc tout ça, il faut le vivre, il faut l'encaisser avec la fatigue énorme que l'on a à vivre, la nouvelle vie que l'on a à vivre. Enfin voilà, donc il faut évidemment préparer de façon tout à fait concrète les choses, organiser la vie d'après. J'ai beaucoup
parler du fait que organiser les repas, par exemple, à l'avance, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même un vrai plus quand on est crevé, qu'on n'a qu'à ouvrir le congélateur et à prendre quelque chose qu'on avait préparé avant. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est de la préparation donc qui se passe en amont. Et c'est important parce que cette période n'est pas toujours évidente. Et alors Cédric, tu dis que les pères aussi, alors c'est moins connu, mais il y a un postpartum qui touche aussi les hommes. Alors comment est-ce que tu peux nous expliquer comment finalement quand on est un homme du coup s'aider soi-même, mais aussi alors aider la mère Alors, là on parle de la dépression du postpartum, c'est bien ça. Alors déjà premier point, je vais prendre la question à l'envers pour le coup. Ouais. Comment aider sa mère? Déjà en faisant la bouffe. Hein. Bah voilà. Non, mais on est en train de parler d'organiser les repas, mais c'est pas forcément à la mère d'organiser les repas. C'est même pas forcément au couple parental d'organiser les repas. Il y a d'autres cultures et il y a d'autres endroits dans le monde où en fait les parents ils cuisinent pas beaucoup pendant le postpartum, notamment pendant le mois d'or. Donc voilà, il y a des choses qui existent et il y a des pistes qui sont données. Donc premier pas, mais en tout cas, premier point, si on veut aider la mère, on s'occupe de tout ça déjà. Voilà, on arrête de penser que passer du temps avec l'enfant, c'est de la rigolade. On arrête de penser qu'allaiter, ça n'est pas une activité. C'est une activité, il y a une dépense d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. C'est une activité qui prend de l'énergie. Donc voilà, on s'occupe, on prend soin. Ça, c'est un vrai sujet, on prend soin. Et nous, les mecs, on n'est pas habitués à prendre soin, on est plutôt habitués à ce qu'on nous chouchoute. Donc là, on arrête un petit peu, on grandit et on prend soin. Sur la dépression du postpartum, en effet, c'est quelque chose qui est assez peu étudié. Les derniers résultats probants viennent de Sydney. On est à peu près entre 10 et 13% de dépression postpartum chez les pères. Ok. Ce qu'on peut en dire... En fait, ce sujet, je ne voudrais pas non plus qu'il devienne un sujet trop large parce que, d'abord, j'ai envie de dire, occupons-nous de la dépression du postpartum des mères. Parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à le vivre, parce qu'elles sont dans des conditions beaucoup plus difficiles en termes de parentalité, de ce qui est renvoyé vers elles, que les pères, ça ne faut pas l'oublier, mais aussi et surtout parce que dans cette étude de Sydney, on apprend que la dépression du postpartum de la mère augmente de 50% la dépression du postpartum du père. Ah oui, donc en gros, on va résumer le sujet, prenons soin des mères et on prendra soin de tout le monde. On prendra soin de l'enfant, on prendra soin des pères aussi. Okay. Donc voilà, après, ce qu'on peut en dire, cela dit, c'est que c'est une dépression qui va s'exprimer par des attitudes qui sont malheureusement typiquement masculines, voire même masculines toxiques, c'est-à-dire vraiment de l'agressivité, de l'impulsivité, encore plus que d'habitude peut-être même. Voilà, on est vraiment sur l'expression d'un stéréotype. Vraiment, je rejette ce qui se passe, je peux pas quoi. Et donc ce signal-là, il est assez fort. C'est peut-être aussi un signal pour le père de dire « Ok, j'ai besoin de voir quelqu'un. J'ai besoin de voir quelqu'un pour ma santé mentale, peut-être une doula, parce qu'elle s'occupe aussi de l'accompagnement périnatal à ce niveau-là. En tout cas, j'ai besoin de prendre soin. » Et en effet, il peut être intéressant de prendre soin de soi à ce moment-là pour pouvoir justement prendre soin de la mère. Mais prendre soin, c'est pas quelque chose qu'on sait très bien faire pour l'instant, les mecs. C'est important ce que vous avez nommé là tous les deux. Je pense qu'on dit souvent qu'on soutient bien en étant soi-même soutenu. Et c'est vrai qu'accompagner un tout petit qui est si vulnérable et qui est si dépendant de nous quand on est jeune parent, c'est d'une intensité folle. Donc si nous-mêmes, en tant que jeune maman, jeune papa, on n'a pas de moment de soutien et d'écoute autour ou ce village dont tu parlais tout à l'heure, ça devient très difficile. Donc c'est aussi ça, oser dire aussi, tu parlais de ça Olivia, et je trouve que c'est important. Moi j'observe beaucoup de comparaison entre les femmes et ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, toutes les injonctions, des injonctions qui sont parfois même des injonctions à vivre l'accouchement parfait, l'allaitement parfait, enfin voilà. Et donc ça, c'est aussi difficile pour les femmes et pour les hommes aussi, de dire voilà ce que je vis, voilà ce que je traverse, en fait j'ai besoin d'aide. Et ça c'est difficile d'oser y aller, quoi. Donc moi c'est parfois en amont de l'accouchement et du postpartum, bien sûr je vais les accompagner sur préparer leur postpartum et prévoir des choses, envisager un peu des relais autour d'eux. Mais souvent, la chose que je résume, que je dis le plus, c'est vraiment oser dire, oser nommer le moment où là, vous sentez que vous avez besoin de soutien, c'est important. Et puis utiliser les bons mots, tu vois. Je vais me permettre de citer
Une de mes invitées dans l'épisode qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle Mélina, elle justement elle a fait une dépression postpartum mais d'une autre planète quoi. Et justement elle disait, je pense que la seule chose qu'elle referait, c'est qu'au lieu de dire je suis fatiguée, à tous les médecins, tous les gens qu'elle a vus, elle leur dit je suis fatiguée, elle dirait je suis épuisée, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, je vais péter un câble. Elle utiliserait les vrais mots quoi. Parce que bon après aussi, est-ce que les mères ont le droit d'utiliser ces mots-là? Ça, c'est encore une question qu'on peut se poser. Mais en tout cas, il y a aussi ça, c'est oser dire et oser utiliser les vrais mots, quoi. Parce que je suis fatiguée, en fait, les médecins ils répondaient bah oui, madame, vous venez d'accoucher. Bah voilà, c'est normal, vous êtes fatiguée. Bah non, elle est en train de faire une dépression postpartum, c'est autre chose qui se passe, quoi. Ouais. Et ça, c'est aussi, moi, dans mon observation, ce que je me dis, c'est aussi qu'on n'utilise pas forcément les bons outils. Et il y a cette fameuse échelle d'Édimbourg, qui est une échelle qu'on peut utiliser pour vraiment écrire, voilà comment je me sens aujourd'hui, très triste. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer là, vraiment mot à mot, mais aujourd'hui, je suis très triste, j'ai pleuré 4 fois dans la journée. Enfin voilà, c'est des petites cases à cocher qui peuvent nous alerter en disant tiens, je la fais à un instant T, cette échelle, et une semaine après, je la refais. Et je me dis, je suis toujours dans le même état, il n'y a pas vraiment d'évolution. Là, je peux en parler à un professionnel, en parler à ma sage-femme, qui est vraiment mon premier relais quand je suis jeune parent. Ouais, voilà. Oui, en parler à ma sage-femme qui m'a accompagnée, qui continue de m'accompagner en postpartum, en parler à mon médecin traitant. Voilà. Et bien sûr qu'en tant que doula, c'est souvent des choses que j'accueille, mais je vais réaiguiller, je vais dire là, en effet, il y a des choses qui se passent chez toi, c'est important d'aller plus loin, d'aller en parler à un thérapeute si tu as déjà un thérapeute, mais voilà, souvent ça passe par la sage-femme en premier lieu. Je me permets juste de préciser que la fameuse échelle dont tu parles, elle est disponible dans l'application des 1000 premiers jours de l'enfant, et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant à utiliser. Oui. Très bien. Eh ben, merci. Là, on a abordé quand même plusieurs thèmes liés à l'arrivée du bébé. Leslie, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin pour nous parler justement de... Je m'étais dit finir avec toute la douceur que tu mets dans ton livre et que tu as pour nous parler donc, de ce que être doula, déjà, ça t'a apporté à toi, peut-être aussi, et ce que tu peux apporter aux futurs parents. Pour moi, vraiment, être doula, c'est être dans une authenticité qui est pour moi ce que j'ai envie d'offrir aux familles que j'accompagne, et c'est aussi ce que j'ai envie qu'elles vivent, elles, se sentir vulnérables et oser se sentir vulnérables, oser dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles traversent. Et donc pour moi, le cadeau d'être doula, c'est d'accueillir ça, accueillir les mots, accueillir cette transformation, les voir grandir en tant que parents, ça c'est magnifique. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous trois. Donc voilà, je rappelle que vos 3 livres sont publiés aux éditions First et voilà, qui sont disponibles en librairie. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.